Paris, 8 octobre 2025, 14h30. Un simple coup de plume. Mont-Blanc, dans le fastueux salon doré de l'Élysée, venait de sceller le destin politique d'Emmanuel Macron. Officiellement, il signait la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon. Officieusement, il signait sa propre chute sans même en avoir conscience. Lecornu, à peine 40 ans, planté comme une statue face au bureau présidentiel, n'était plus l'homme que Macron croyait connaître. Impassible, les bras croisés dans le dos, il incarnait la métamorphose parfaite, celui qui, 18 mois plus tôt, quittait Matignon, sous le fracas des révélations présidentielles, revenait aujourd'hui auréolé d'une victoire silencieuse mais absolue. Macron pensait reprendre le contrôle. En réalité, il venait de rendre les clés du pouvoir à l'unique personne capable de le faire tomber, et celle-ci n'avait désormais plus rien à perdre. Les tempêtes politiques qu'il avait affrontées ne l'avaient pas seulement forgé, elles l'avaient délié, libéré, purgé de toute loyauté naïve envers Emmanuel Macron. Assis derrière son bureau, le président leva lentement les yeux de la page qu'il venait de signer. « Sébastien, j'aimerais croire que nous pouvons repartir sur des bases saines, claires. Le passé appartient au passé. Il est temps de regarder vers l'avenir. » Lecornu esquissa un sourire glacial tranchant comme une lame. Rien à voir avec les sourires d'antan. Naturellement, monsieur le président, le passé n'a plus aucune importance. Mais sous cette réponse polie se nichait une ironie mordante que Macron, noyé dans l'angoisse des crises en cascade, ne perçut même pas. La France tanguait et lui ne voyait pas que celui à qui il tendait la main était peut-être celui qui la pousserait par-dessus bord. Acculé de toutes parts, Macron observait impuissant les rues du pays se remplir chaque jour de foules en colère. Son nom chutait dans les sondages plus vite qu'une pierre dans un puits sans fond. Et au Parlement, les appels à sa démission devenaient un chœur unanime. Dans ce chaos, une seule carte lui restait en main, Lecornu. Le seul capable de parler à la fois aux conservateurs sceptiques et aux centristes épuisés. Mais ce qu'il ignorait, c'est que celui qu'il croyait appelé à la rescousse passait depuis 1 an et demi à peaufiner sa vengeance comme on affûte une lame. Chaque faille de son système Lecornu l'avait décortiqué. Chaque zone grise institutionnelle, il l'avait repérée. Et dans l'ombre, il avait bâti un réseau d'alliés silencieux dans les médias, la finance, la politique. Et ironie suprême, sans le savoir, Macron venait tout juste de lui offrir, avec le plus beau des sourires républicains, les clés de la citadelle. Monsieur le Président lança calmement Lecornu en marchant lentement vers la sortie capitonnée. « J'aurais besoin d'une liberté totale pour composer mon équipe comme je l'entends. » Évidemment, répondit Macron, sans hésiter, soulagé comme un naufragé trouvant une bouée. « Vous avez toute ma confiance sans réserve. » Excellent, glissa Lecornu avec un sourire à peine esquissé. « Toute votre confiance, on testera sa vraie valeur en temps voulu. » Dans les salons tamisés de l'Élysée, les conseillers tournaient déjà en rond, l'air nerveux. Ce rappel surprise de Lecornu, chacun savait que c'était une manœuvre hautement périlleuse. Macron aussi. Mais face à un pays à genoux rongé par les grèves et l'instabilité, il n'avait plus d'option crédible. Et Lecornu, malgré tout, restait le seul à posséder à la fois le calme d'un stratège et la stature d'un homme d'État capable de remettre le système debout, du moins en apparence. Monsieur le Président avait glissé Alexis Kohler inquiet quelques heures plus tôt dans ce même bureau. Êtes-vous vraiment sûr que Lecornu soit l'option la plus judicieuse après ce qu'il vous a fait, après l'humiliation publique? Macron avait alors haussé les épaules avec l'arrogance tranquille de celui qui pense avoir retourné le jeu à son avantage. Justement, il connaît mes pires casseroles. Il sait tout, et c'est précisément pour ça qu'il ne dira plus rien. Il serait fou de rejouer cette carte. Il tomberait avec moi. On est liés, Alexis. C'est l'équilibre parfait, s'il parle, il s'effondre aussi. Kohler, lui, était loin d'être convaincu. Il connaissait Lecornu depuis plus de 15 ans dans les cercles feutrés du pouvoir parisien. Et s'il y avait une chose dont il était sûr, c'est que ce genre d'homme n'oublie jamais. Encore moins quand on l'a exposé, humilié, trahi. Et surtout pas devant toute la nation. Le soir même où son retour fut officialisé, Lecornu retrouvait les dorures familières de Matignon rue de Varennes, avec le calme cérémonial d'un homme qui revient là où il n'aurait jamais dû être chassé.
Tout était resté figé comme en suspens depuis sa chute, les fauteuils d'époque encore brillants de cire, les toiles de maître inchangées sur les murs et cette même vue impeccable sur les jardins à la française taillés au millimètre. Mais celui qui franchissait à nouveau le seuil n'était plus du tout le même homme. Quelque chose en lui s'était brisé ou s'était libéré. Sans perdre une minute, il fit appeler un visage du passé Pierre Dubois, son ancien directeur de cabinet évincé sans ménagement, après le scandale de 2024 relégué à une traversée du désert silencieuse. Lorsque celui-ci entra dans le bureau qu'il connaissait par cœur, Lecornu le fixa avec une gravité pleine de sous-entendus. « Pierre, j'espère que vous avez bien suivi mes consignes et gardé à l'abri tous les documents sensibles que je vous avais confiés. » Dubois afficha ce sourire rare, celui d'un homme qui a attendu patiemment l'instant exact où tout bascule. « Chaque pièce est intacte, monsieur le Premier ministre. Les preuves les plus compromettantes, les enregistrements confidentiels, les dossiers explosifs, tout est là, classé, archivé, sécurisé. » Lecornu hocha la tête, satisfait. « Très bien. Cette fois, on va s'en servir autrement. Plus finement. Beaucoup plus finement. Vous pouvez préciser ? La première fois, j'ai tout balancé dans un accès de rage comme un amateur. C'était brutal, incontrôlé. Et ça m'a coûté cher. Maintenant, je vais faire les choses avec méthode. Je vais le tenir lentement, fermement. Il ne bougera plus sans mon aval. » Le plan était terrifiant dans sa clarté. Fini le grand déballage public à la 2024. Lecornu n'avait plus besoin d'abattre Macron, il allait le garder en vie politiquement parlant, mais réduit à l'état de pantin. Et c'est depuis l'ombre, depuis Matignon, qu'il tirerait désormais toutes les ficelles. Dès le lendemain à 8 heures pile, Lecornu entama la composition de son gouvernement avec la rigueur chirurgicale d'un stratège en campagne. Et contre toute tradition républicaine, il ne prit même pas la peine de consulter Macron. Pas un appel, pas une note, pas même un regard. Il nomma ses ministres selon son bon vouloir à son rythme, en suivant ses propres critères politiques personnels, parfois même symboliques. Vers midi, une voix un peu tendue s'éleva dans l'antichambre. « Monsieur le Premier ministre, le président souhaiterait vivement échanger avec vous au sujet des nominations. » Sans lever la tête de ses dossiers, Lecornu trancha net. « Transmettez-lui ceci avec tout le respect dû à sa fonction. Mes décisions sont définitives, aucun retour en arrière possible. Et s'il tient à formuler des objections, qu'il les rédige noir sur blanc avec des arguments solides. » À l'Élysée, cette gifle institutionnelle laissa tout le monde hébété. Une ligne rouge venait d'être franchie et personne n'osa dire un mot. Jamais depuis la naissance de la VE République, un chef de gouvernement fraîchement nommé n'avait défié avec une telle insolence frontale l'autorité présidentielle. Ce fut un séisme dans les cercles du pouvoir. En panique feutrée, Macron fit convoquer Lecornu illico dans son bureau pour une mise au point. « Sébastien, nous devons avoir une discussion sérieuse. Vous ne pouvez pas bâtir votre gouvernement sans mon aval. Cela viole toutes nos traditions constitutionnelles. » Installé avec un calme glaçant dans un fauteuil Louis XV, jambes croisées avec une précision presque théâtrale, Lecornu le fixa droit dans les yeux comme un chasseur sûr de sa cible. « Monsieur le Président, vous m'avez accordé carte blanche sans condition. Aucun mais n'est tolérable aujourd'hui. Soit vous tenez votre parole, soit vous la trahissez. Et si c'est la seconde option, alors je quitte ce poste sur le champ et je raconte tout à la presse, chaque détail, chaque raison inavouée de mon retour. » Le message était limpide, ce n'était pas une négociation, c'était une menace. Une balle sur la table, Macron blêmit, ses paumes devinrent moites. Il comprit qu'il n'était plus face à un Premier ministre, mais face à son propre maître. « Que cherchez-vous à m'expliquer exactement ?» demanda Macron, la gorge nouée. « Très simple, répondit Lecornu sans détour. Vous ne m'avez pas rappelé à cause de mes talents de gestion ou de ma prétendue expérience ? Non. Vous l'avez fait parce que vous êtes persuadé à tort que je suis désormais inoffensif, parce que je détiens déjà tous vos cadavres dans le placard et que je ne pourrai pas m'en servir 2 fois. Mais là est votre erreur fatale. Ce savoir, monsieur le Président, ne me retient pas. Il me donne un pouvoir sans limite. Je peux vous abattre quand je veux, où je veux, et surtout, comme je le veux. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce.
Seul le balancier de la vieille pendule Empire continuait son tic-tac implacable. Macron blême prit soudain la mesure de ce qu'il avait fait. Il ne venait pas de recruter un fidèle, il venait d'armer son plus grand adversaire. Et pire encore, il l'avait hissé au sommet de l'appareil d'État, volontairement. « Qu'attendez-vous de moi ?» au juste finit par murmurer Macron, la voix fendue d'angoisse. « Rien de bien compliqué, » répondit Lecornu avec un calme glacial. « Je veux gouverner, pour de vrai, pas faire illusion. Vous vous resterez l'image, le costume, le drapeau. Vous continuerez à serrer des mains à l'étranger, à poser devant les caméras, à lire des discours fades lors des commémorations nationales. Mais pour tout ce qui compte vraiment, les décisions lourdes, les arbitrages stratégiques, ce sera désormais moi, et uniquement moi. Ce que vous décrivez là, c'est un putsch en costume cravate, non, rétorqua Lecornu avec un sourire à peine visible. C'est un partenariat, vous gardez les apparences, je prends la substance, vous rayonnez, je décide. Le monde vous acclame, mais c'est moi qui tiens le gouvernail. Piégé, pris en étau. Macron n'avait plus aucun espace de manœuvre. Refuser cette offre, c'était déclencher l'apocalypse. Lecornu démissionnerait dans la foulée et libérerait dans les médias une déferlante de secrets explosifs. Accepter revenait à devenir un figurant, un président de vitrine, une enveloppe vide. Et si je dis non, murmura-t-il désespéré. Sans un mot, Lecornu sortit lentement son téléphone sécurisé. Il fit défiler quelques dossiers, puis tendit l'écran à Macron avec une précision chirurgicale. Voilà l'enregistrement complet de votre échange confidentiel avec Xi Jinping le 15 septembre dernier. Celui où vous lui promettez noir sur blanc des informations sensibles sur la stratégie française pour le sommet à venir. Vous préférez que je le publie ce soir à 20h, juste avant le journal télévisé ? Macron s'écroula dans son fauteuil vidé, le teint blafard. On aurait dit qu'il venait de prendre un coup en pleine poitrine. Ce n'est pas possible. Comment avez-vous mis la main sur cet enregistrement ? C'était une ligne sécurisée. Monsieur le Président, 18 mois d'exil, c'est long. Très long. Suffisamment pour tisser fil après fil un réseau invisible dans tous les cercles de pouvoir. Aujourd'hui, j'ai des relais dans les services de renseignement, dans les rédactions, dans les conseils d'administration, jusque dans vos couloirs les plus étroits. Vous pensiez me connaître, mais vous m'avez profondément sous-estimé. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ? Une simple signature. Un décret confidentiel rédigé aujourd'hui même qui m'accorde un contrôle élargi sur toute la politique intérieure et économique du pays. Vous pourrez, si ça vous rassure, garder officiellement la défense et les affaires étrangères. Mais même là, vous ne ferez rien sans m'en parler d'abord. Rien. Et si je vous dis non catégoriquement, demanda Macron en dernier sursaut de résistance. Lecornu pencha légèrement la tête comme un professeur sur le point d'annoncer la note finale. Dans ce cas, dès demain matin, le peuple français se réveillera. Avec un scoop, son président en exercice a livré à des puissances étrangères des informations classées secret défense. Et là, croyez-moi, on ne parlera plus de simple scandale politique, mais d'une accusation en bonne et due forme pour haute trahison. Ce sera la fin. Procès médiatique, condamnation pénale et très probablement perpétuité. À cet instant, tous les chemins se refermèrent sur Macron. Il n'avait plus d'issue, plus d'alternative, et c'est donc dans le silence feutré du soir, loin des regards, qu'il apposa sa signature tremblante au bas d'un décret invisible, aux yeux de la République, mais qui faisait dans les faits de Lecornu le véritable maître du pays. Mais ce décret aussi explosif fut-il n'était qu'un préambule, le premier mouvement d'une partition soigneusement orchestrée par Lecornu. Une fois les rênes du pouvoir véritable entre ses mains, il enclencha sans attendre une opération de transformation froide et calculée de toute la machine étatique française, taillée selon ses convictions profondes. Et la première frappe ne se fit pas attendre. Sans la moindre explication, il congédia tous les conseillers personnels de Macron. D'un trait. Exile et fidèles du président. À leur place, ses propres hommes formés sélectionnés loyaux. Très vite, l'Élysée n'était plus qu'une façade majestueuse figée dans son prestige, mais vidée de toute influence réelle. Macron, quant à lui, restait en poste uniquement pour décorer. Sa deuxième manœuvre, plus redoutable encore, fut de recentraliser brutalement tout le pouvoir décisionnel à Matignon.
Plus aucune décision majeure ne passait par l'Élysée. Chaque ministre, sans la moindre exception, devait désormais se référer directement à Lecornu. Macron écarté, ignoré, déconnecté. Puis vint la troisième étape plus perverse, encore une surveillance électronique intégrale du président. Chaque appel, chaque rendez-vous, chaque déplacement officiel ou privé était scruté, enregistré, analysé par les services secrets désormais aux ordres de Lecornu. L'homme n'était plus président, il était devenu un sujet d'étude. Chaque matin, en réunion confidentielle, Lecornu posait la même question à ses fidèles. Alors des nouvelles de notre cher locataire de l'Élysée. Et Pierre Dubois, avec un petit sourire entendu, répondait toujours « Il semble s'habituer à son nouveau rôle, monsieur le Premier ministre ». Dans les rues, dans les cafés, devant les écrans, les Français assistaient chaque jour à un étrange ballet institutionnel. Plus les semaines passaient, plus Macron semblait s'effacer comme une photographie qui pâlit. Il était là, sans y être vraiment. En parallèle, Lecornu monopolisait l'agenda politique, c'était lui qu'on voyait annoncer les grandes mesures, lui qu'on entendait trancher les débats, lui qui incarnait désormais le pouvoir en action. Les commentateurs parlaient prudemment d'un déséquilibre républicain temporaire. Certains murmuraient même le mot « cohabitation atypique », mais la vérité était bien plus brutale. Lecornu n'administrait pas la France, il la remodelait profondément, sans retour en arrière, et tout cela sans jamais demander la moindre permission. Réforme fiscale choc, refonte totale de l'appareil administratif, rapprochement diplomatique improbable en quelques mois à peine, Lecornu accomplit davantage que Macron en 5 longues années de présidence. Le plus piquant. Ces bouleversements audacieux séduisaient massivement l'opinion publique. Alors que Macron s'enfonçait dans l'impopularité Lecornu, voyait ses sondages s'envoler semaine après semaine comme une fusée qu'aucun obstacle ne semblait pouvoir freiner. Lors d'une conférence de presse bondée à Matignon, un journaliste osa poser la question qui brûlait toutes les lèvres. « Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas l'impression d'être désormais le véritable chef de la France ?» Bien plus que le président Lecornu imperturbable, répondit avec un sourire candide, presque angélique. « Nous travaillons main dans la main avec Monsieur le Président. C'est une équipe soudée complémentaire, totalement unie. Une réponse parfaite en façade. Mais dans les coulisses du pouvoir parisien, chacun savait que ce n'était rien d'autre qu'un mensonge poli, et que le vrai capitaine du navire se trouvait désormais à Matignon. Macron n'était plus qu'un ornement, une silhouette décorative accrochée au fronton de la République. 6 mois à peine après son retour miraculeux à Matignon-le-Cornu, avait accompli l'impensable gouverner la France de fond en comble, sans jamais porter le titre de chef de l'État. Avec une finesse glaciale, il avait remodelé le système, un régime présidentiel vidé de sa substance, devenu en pratique un parlementarisme déguisé, où le seul vrai maître s'appelait désormais Sébastien Lecornu. Premier ministre tout-puissant, chef incontesté, arbitre suprême, et Macron spectateur impuissant de sa propre disparition politique, enchaîné à ses secrets les plus dangereux, surveillé nuit et jour par les hommes de confiance de son rival, épié jusque dans ses murmures privés. Il n'était plus qu'une vitrine de luxe, un masque démocratique pour couvrir la main de fer qui, dans l'ombre, tenait réellement le pouvoir. Chaque soir, seul dans son bureau déserté, il fixait les jardins de l'Élysée et murmurait comme une prière à lui-même « Comment ai-je pu être assez naïf, assez idiot, pour livrer les clés de mon propre tombeau politique ?» Macron avait cru tenir une arme entre ses mains. En réalité, c'était lui qui s'était transformé en jouet. Lecornu, qu'il pensait manier à sa guise, avait retourné le rapport de force avec une facilité glaçante. Le président était devenu la marionnette et le marionnettiste portait désormais le nom de Premier ministre. 12 mois après cette nomination fatale, la métamorphose était achevée. Définitive. La France vivait sous l'autorité d'un chef de gouvernement omniprésent qui régnait en maître tandis que le président, réduit à un rôle d'apparat, n'était plus qu'une silhouette de carton-pâte. Et le plus troublant, c'est qu'aucun citoyen, aucun juge, aucun député ne pouvait s'y opposer. Car sur le papier, tout respectait à la lettre la Constitution. Tout semblait légal, tout paraissait républicain. Lecornu venait d'exécuter le coup d'État le plus silencieux
et le plus brillant de l'histoire moderne. Pas de tanks dans les rues, pas de révolte, pas même de vacarme médiatique. Seulement une stratégie froide, une patience implacable et une exploitation chirurgicale des faiblesses psychologiques de son adversaire. Une prise de pouvoir parfaite. Macron conservait encore le titre solennel de président de la République, inscrit dans la Constitution et protégé par la loi. Mais derrière cette façade institutionnelle, il n'était plus rien qu'une silhouette creuse, vidée de toute autorité réelle. Lui qui avait cru pouvoir réduire l'écornu au rang d'exécutant docile, découvrit avec stupeur qu'il s'était en réalité transformé en pantin entre les mains de celui qu'il voulait dominer. La vengeance de Sébastien Lecornu ne fut pas seulement éclatante, elle fut implacable, raffinée et irréversible. Et le détail le plus savoureux dans ce renversement théâtral Macron, c'était lui-même passer la corde au cou en signant de sa propre plume le décret qui anéantissait sa puissance. En croyant apprivoiser son adversaire, il lui avait offert, sans le savoir, les clés de l'Élysée. Le stratège avait été pris à son propre piège, le prétendu maître réduit au rôle d'esclave. Dès lors, Lecornu gouvernait sans partage, paré des atours de la République, mais en réalité maître absolu d'un royaume conquis, sans un coup de feu. Mais cette ascension fulgurante ne s'interrompit pas là. À peine 3 mois après avoir réduit Macron à un rôle d'ombre décorative, Lecornu passa à l'étape suivante de son scénario démoniaque. Se contenter de dominer le chef de l'État ne suffisait plus à son appétit de pouvoir. Désormais, il visait bien au-delà, neutraliser un par un tous ceux qui pouvaient représenter une menace future, effacer ses concurrents de la scène et installer pour longtemps une hégémonie totale sur toute la sphère politique française. Le 15 janvier 2026, dans l'ombre feutrée de son bureau de Matignon-le-Cornu, mit en scène une rencontre qui allait marquer l'histoire politique récente. Il fit discrètement convoquer les chefs des grandes forces d'opposition Marine Le Pen, pour le Rassemblement national Jean-Luc Mélenchon, pour la France insoumise et Laurent Wauquiez pour les Républicains. Tous avaient reçu la même missive énigmatique sans explication, simplement ornée d'une phrase glaciale « Nous avons des intérêts communs à aborder ». Quand chacun prit place dans le salon bleu, Lecornu rompit le silence d'une voix posée mais tranchante. « Mesdames et messieurs, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce qu'un lien nous unit tous. À des moments différents de nos carrières, Emmanuel Macron nous a tous trahis. » Marine Le Pen, les yeux plissés et le regard méfiant, rompit la première le silence. « Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous réellement de nous ?» Lecornu ne se laissa pas déstabiliser. Sa voix calme et assurée résonna dans la pièce. « Je suis venu vous tendre la main pour sceller un pacte, une entente qui nous permettrait enfin de façonner la France selon nos propres visions, sans être prisonnier des caprices d'un président coupé de toute réalité. » Mélenchon, ironique, lança aussitôt « C'est bien joli, mais Macron reste président, non !» Un sourire mystérieux se dessina sur le visage de Lecornu. Sur le papier, bien sûr, mais dans les coulisses, croyez-moi, le scénario est tout autre. Lecornu ouvrit calmement son tiroir et en sortit plusieurs chemises bourrées de documents qu'il fit glisser sur la table avec un bruit sec. « Messieurs, mesdames, voici les preuves accablantes, les pots de vin encaissés par Macron, les enregistrements intégraux de ses tractations secrètes avec des chefs d'État étrangers et toute la paperasse détaillant ses trahisons les plus honteuses. » Le silence tomba dans la pièce. Les 3 figures de l'opposition médusées fixaient ces dossiers explosifs comme si elles venaient de découvrir une bombe politique prête à détonner. Dans leurs yeux s'imprimait la certitude Lecornu détenait désormais une arme de domination absolue. Wauquiez, le premier à retrouver sa voix, souffla presque admiratif. « Qu'attendez-vous précisément de nous ?» Un sourire glacial s'étira sur le visage du Premier ministre. « Rien d'autre que votre silence et votre coopération. En retour, je vous garantis une part équitable du gâteau du pouvoir. » Marine déclara Lecornu avec une assurance glaciale. « Vous prendrez en main l'immigration et la sécurité. Jean-Luc avoue les dossiers sociaux et économiques. Laurent vous hériterez des affaires européennes et internationales. » Le Pen plissa les yeux méfiante. « Et vous, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui vous reste ?» Un sourire en coin. Lecornu répondit sans détour. « Moi, je dirige tout, je tiens les rênes.
Et surtout, je garde Macron sous contrôle. Ce huis clos clandestin, c'est là un tournant inédit dans la vie politique française. Pour la première fois depuis la naissance de la République, les forces d'opposition se ralliaient à celui qui détenait le pouvoir non pas par conviction idéologique, mais par pur calcul stratégique et par une envie insatiable de vengeance contre Macron. Dans les semaines qui suivirent, la scène politique française prit une tournure presque surréaliste. Les coups de griffe de l'opposition devinrent soudainement timides, les discours enflammés se transformèrent en simples murmures convenus. L'Assemblée nationale, autrefois théâtre de passes d'armes féroces, se métamorphosa en un salon feutré où chacun jouait sa partition sans éclat. Les chaînes d'information parlaient avec prudence d'un climat apaisé, d'une soi-disant pacification du débat public. La vérité pourtant était bien plus sombre et redoutable. Lecornu bâtissait pierre par pierre un tout nouveau modèle politique. Un système où tous les partis jadis adversaires acharnés se pliaient désormais à son autorité suprême. Et au centre de cette mise en scène, Macron n'était plus qu'un décor figé, un président réduit au rôle de figurant dans sa propre République. Et pourtant, le plus incroyable dans toute cette machinerie, c'est qu'elle tournait à merveille. Les réformes défilaient à une vitesse fulgurante, les projets s'enchaînaient sans le moindre accroc, et la France semblait soudain rajeunir portée par un souffle de modernité inattendu. L'opinion publique, d'ordinaire si critique, se montrait globalement conquise par cette efficacité gouvernementale retrouvée. Mais comment diable réussit-il ce tour de force ? S'interrogeait perplexe un journaliste du Figaro en contemplant la métamorphose politique. Comment Lecornu parvient-il à faire marcher Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans la même direction comme s'ils appartenaient au même camp? Lecornu avait passé des mois entiers à monter patiemment ses dossiers compromettants. Rien ni personne n'échappait à son radar, il savait pour les comptes secrets de Marine Le Pen, planqués hors du pays pour les déclarations de revenus enjolivées de Mélenchon et pour les petits marchés publics arrangés qui avaient profité à Vauquier. Chacun traînait ses propres casseroles et lui en détenait toutes les preuves. Ainsi, au printemps 2026, 6 mois après l'alliance obscure conclue dans le plus grand secret, la France n'était plus reconnaissable. Sur le papier, elle demeurait une démocratie présidentielle classique. Mais dans la pratique, elle fonctionnait comme une oligarchie verrouillée par Lecornu, avec la collaboration forcée de tous les partis politiques. Pendant ce temps, Macron s'enfonçait lentement dans un gouffre psychologique. Dépouillé de tout levier de pouvoir réduit au rôle d'un prisonnier sous haute surveillance, il subissait chaque jour une humiliation plus lourde que la veille. L'homme qui se rêvait Jupiter n'était plus qu'une silhouette effacée, l'ombre pâle de son propre passé. Ses plus fidèles conseillers s'alarmaient ouvertement de sa santé mentale. Emmanuel soufflait parfois Brigitte d'une voix douce, mais inquiète peut-être faudrait-il songer à quitter l'Élysée. Cette mascarade est en train de vous détruire. Impossible, murmurait Macron d'un ton brisé. Le jour où je pars, Lecornu ouvre ses dossiers et je suis fini. Ma réputation est condamnée à jamais, mais votre équilibre comme le mien sera le prix de mes fautes passées. Ces mots, comme chaque échange privé, étaient soigneusement captés par les services loyaux à Lecornu. Le Premier ministre observait la lente agonie psychologique de Macron et savourait avec un plaisir presque cruel la détresse de celui qui l'avait piégé. Pourtant, Lecornu n'avait pas encore abattu sa carte maîtresse. En juin 2026, il passa à la phase finale de son scénario. Il n'était plus question de scandale tonitruant ou de procès retentissant. Son objectif était plus élégant, plus implacable, pousser Macron à quitter le pouvoir de son plein gré, à annoncer lui-même sa propre démission, comme un dernier acte de soumission volontaire. Lecornu orchestrait tout comme un metteur en scène, chaque détail calculé pour paraître naturel. D'abord, des rumeurs soigneusement distillées vinrent troubler les colonnes des journaux. L'état de santé du titulaire du palais, chuchotait-on, serait défaillant. Peu après, une nouvelle version circula présentée comme confidentielle. Macron envisagerait un retrait de la vie publique pour raisons personnelles. Tout cela formait un filet d'opinion parfaitement calibré. Puis vint l'ultime acte. Il convoqua le président pour un dernier tête-à-tête, dans le même bureau où tant de décisions avaient été prises. Installé avec une aisance étudiée face au fauteuil présidentiel, Lecornu posa sa proposition comme une évidence.
Il invita Macron à peu faire le geste noble, céder la place pour le bien du pays et pour préserver sa propre dignité. Macron, exténué, demanda d'une voix presque éteinte ce qu'on attendait de lui réellement. La réponse fut implacable: partir volontairement. Et quand le président osa opposer une hésitation, Lecornu brandit la menace la plus raffinée: si la démission ne venait pas, les révélations viendraient. Goutte à goutte, étalant pendant des mois l'effondrement public de sa vie privée et politique, une torture médiatique programmée plus cruelle encore que l'éclat d'un scandale immédiat. Macron fixait longuement les allées parfaitement taillées des jardins de l'Élysée, conscient qu'il allait bientôt les contempler pour la dernière fois en tant que maître des lieux. « Vous avez gagné, Sébastien, totalement gagné », murmura-t-il résigné. « Évidemment, répondit Lecornu sans détour. La seule question est de savoir, voulez-vous quitter la scène avec un semblant de dignité ou préférez-vous être jeté publiquement dans la boue? Et si je choisis la démission ?» demanda Macron, la voix brisée. « Alors vous conserverez les apparences, promit son Premier ministre. Je garderai le silence, aucun secret ne sortira. Vous pourrez même rédiger vos mémoires et façonner votre propre version de l'histoire. Et vous, qu'allez-vous devenir, moi ? Je deviendrai enfin ce que j'ai toujours aspiré à être, le véritable maître de la France. » Le 30 juin 2026, Emmanuel Macron prit la parole solennellement pour annoncer son départ, invoquant officiellement des raisons de santé et la nécessité d'un souffle démocratique nouveau. Dans ce discours crépusculaire, il adressa des remerciements appuyés à son loyal Premier ministre Sébastien Lecornu, qu'il désigna presque comme son héritier naturel en appelant les Français à placer en lui toute leur confiance. Conformément aux règles de la Constitution, Lecornu endossa provisoirement les fonctions présidentielles en tant que chef du gouvernement. Mais au lieu de se précipiter vers la convocation d'un scrutin présidentiel anticipé, il choisit un chemin bien plus audacieux, lancer une réforme constitutionnelle d'ampleur présentée comme la seule manière de moderniser l'État français face aux défis colossaux du XXIe siècle. Cette réforme constitutionnelle, validée par un référendum triomphal, soutenu en coulisses par l'ensemble des partis, que Lecornu tenait fermement sous sa coupe, bouleversa totalement l'équilibre institutionnel français. La République cessait d'être présidentielle pour se muer en régime parlementaire. Désormais, le Premier ministre incarnait l'autorité exécutive réelle, tandis que le président n'était plus qu'une figure protocolaire réduite à un rôle d'apparat et élue uniquement par les parlementaires. En septembre 2026, l'inévitable se produisit. Sébastien Lecornu fut élu Premier ministre de cette nouvelle République par une majorité écrasante de députés. Pour la première fois, il ne se contentait plus de manipuler l'ombre du pouvoir, il en possédait la légitimité officielle consacrée par le vote. Lors de son grand discours d'investiture, Sébastien Lecornu posa le ton d'une voix grave et assurée. La France entre aujourd'hui dans une ère nouvelle, celle de la stabilité retrouvée, de l'efficacité gouvernementale et d'une réconciliation nationale tant attendue. Dans la salle, l'image paraissait presque irréelle. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez, unis dans les applaudissements comme s'ils n'avaient jamais été adversaires. Tous siégeaient désormais comme ministres influents au sein du gouvernement Lecornu. Les vieilles fractures idéologiques, autrefois infranchissables, semblaient soudain s'être évaporées, balayées par la puissance d'un système politique totalement remodelé. Pendant que Paris vibrait au rythme de la cérémonie d'investiture, Emmanuel Macron suivait les images à distance, enfermé dans sa villa normande acquise grâce au cachet doré de ses conférences internationales, sa seule source de prestige encore tolérée. « Penses-tu qu'il va y arriver ?» demanda Brigitte, la voix teintée d'inquiétude. Macron esquissa un sourire amer. « Non, Brigitte, il n'a pas besoin d'y arriver. Il a déjà gagné. » Puis, d'un ton empoisonné, il ajouta « Lecornu a accompli l'impossible, soumettre toute la classe politique française à sa volonté. C'est un stratège hors norme. Un génie, oui. Un génie du mal, mais un génie tout de même. » 2 ans seulement après que Macron l'eut remis en selle, Sébastien Lecornu avait réalisé ce que personne n'aurait jamais osé imaginer. Il tenait la France dans sa main, fort du soutien affiché de tous les partis, porté par une opinion publique, conquise et légitimée par des institutions qu'il avait lui-même remodelées à sa guise.
ce qui n'était au départ qu'une vengeance intime contre Macron, s'était mué en une révolution politique totale. Le Cornu avait métamorphosé le régime rallié ses adversaires d'hier et verrouillé une domination promise à durer des décennies. Celui que l'on avait jeté aux oubliettes après l'humiliation de 2024 était devenu en 2026 le maître absolu de la République. Et le plus cruel dans ce destin ironique, tout avait commencé par un geste anodin, la signature d'un simple décret que Macron pensait contrôler. L'histoire retiendra à jamais que Macron avait signé lui-même l'arrêt de son destin en rappelant Le Cornu au sommet du pouvoir. Mais elle retiendra aussi que cet homme jadis humilié avait su transformer cette erreur monumentale en un chef-d'œuvre politique d'une précision chirurgicale. La revanche n'était plus seulement totale, elle s'était gravée dans la pierre de l'éternité. Un an plus tard, en octobre 2027, dans le faste du château de Versailles, illuminé pour célébrer le premier anniversaire de la Nouvelle République, Sébastien Lecornu s'avança vers le pupitre. Son discours résonna comme l'apothéose de son incroyable ascension, un résumé parfait d'un parcours qui avait défié toutes les lois de la politique traditionnelle. Il y a 3 ans à peine, lança Lecornu d'une voix ferme devant une salle comble de dignitaires venus du monde entier, j'étais un paria politique trahi, humilié, banni des cercles du pouvoir. Aujourd'hui, je tiens entre mes mains une France réconciliée, modernisée et redevenue un acteur respecté sur la scène internationale. Rien de tout cela n'est dû au hasard, c'est le fruit d'une stratégie claire, d'une volonté inébranlable et d'une patience que peu d'hommes auraient su endurer. Dans le public, les ambassadeurs griffonnaient fébrilement chaque phrase dans leur carnet. Le modèle Lecornu fascinait l'Europe entière. Comment cet homme avait-il pu imposer un consensus politique aussi large tout en préservant une efficacité gouvernementale que ses prédécesseurs n'avaient jamais approchée? Le détail le plus saisissant de cette journée ne fut pas le discours triomphal, mais la présence d'Emmanuel Macron lui-même dans l'assistance. Installé au premier rang comme invité d'honneur, il applaudissait avec une politesse mécanique les paroles de celui qui n'était autrefois que son protégé et qui était désormais devenu son maître incontesté. L'humiliation était absolue, mais soigneusement dissimulée derrière un masque diplomatique. À la sortie de la cérémonie dans les jardins grandioses de Versailles, les 2 hommes se retrouvèrent face à face. « Félicitations, Sébastien !» lança Macron en esquissant un sourire contraint. « Vous avez accompli ce que moi je n'ai jamais su faire. » Le Cornu répliqua avec une élégance glaciale. « Merci, monsieur l'ancien président, mais souvenez-vous, sans vos fautes, je n'aurais jamais appris l'art véritable de gouverner. » Cette réplique acérée comme une lame et teintée d'une ironie glaciale, c'est là l'épilogue de l'une des plus incroyables histoires de revanche politique de la vieille République. Le Cornu, avec un sourire à peine perceptible, remerciait presque son ancien président de l'avoir trahi, car sans cette trahison fondatrice, jamais il ne serait devenu l'homme le plus puissant de France. Le scénario s'inversait brutalement, l'élève avait écrasé le maître et le maître impuissant ne pouvait que s'incliner face à la précision implacable du plan conçu par celui qu'il avait autrefois sous-estimé.